De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Un invité nous a rejoint. Il s'agit d'Alafé Ouakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Marie Kofi, docteur en droit, et de notre éditorialiste Daoud Attal. Tout de suite, le dossier du jour. En Côte d'Ivoire, le droit coutumier est une réalité. Les chefs traditionnels ont conservé une grande influence. Ils sont souvent sollicités par les acteurs politiques. Leur rôle a d'ailleurs été consacré par la création d'une chambre des rois et chefs traditionnels votée par l'Assemblée nationale en 2014. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les chefs traditionnels occupent une place importante en Côte d'Ivoire. Auxiliaires de l'administration depuis l'époque coloniale, ils jouent parfois le rôle de courroie de transmission entre le pouvoir et la population. Ils disposent eux-mêmes d'un pouvoir dont la légitimité est historique et sociale. Gage de la bonne marche de la communauté, les chefs traditionnels sont de véritables régulateurs sociaux. Ils règlent les litiges qui surviennent au village ou dans la royauté. De quel pouvoir disposent les chefs traditionnels? Quels sont les moyens utilisés pour rendre justice? Ont-ils les compétences techniques pour régler les différends politiques? Même si l'État vient de reconnaître leur place dans l'architecture institutionnelle en votant la loi créant une chambre spécifique à leur intention, les chefs traditionnels sont conscients de leurs limites dans la résolution des conflits contemporains à caractère politique. Nous avons tenté une médiation en Côte d'Ivoire pendant la crise passée, mais par manque de savoir, nous avons raté cette médiation. Parce que le fait que nous soyons rentrés chez un, l'autre n'a pas voulu nous recevoir. Alors que, réellement, ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui, il nous fallait d'abord obtenir l'accord des deux parties pour faire la médiation. Les chefs traditionnels ne répondent plus à l'image de personnalités traditionnelles analphabètes et sans instruction. Beaucoup ont une solide formation intellectuelle et une vie professionnelle accomplie avant de prendre les charges de gardiens et chefs de la tradition. C'est pourquoi ils comprennent l'importance de se former pour mieux résoudre les conflits. C'est ainsi que les chefs traditionnels ivoiriens ont suivi une formation dispensée par les experts de l'ONUCI, Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Cette séance portait sur les techniques de médiation et résolution des conflits. La médiation, c'est tout un processus. Nous avons échangé avec eux sur le processus. Hier, c'était une communication théorique sur l'acquisition des techniques de médiation. Comment conduire une médiation, depuis l'ouverture de la médiation jusqu'à la signature d'un accord de règlement, en passant par l'analyse technique des offres, en passant par la levée des blocages et des impasses. Formation bénéfique aux chefs traditionnels ivoiriens, mais également pour leurs homologues d'autres pays d'Afrique. Ils sont de plus en plus appelés à résoudre les conflits politiques grâce à leur appartenance à la société civile, jouant le rôle de régulateur politique. Ça va nous permettre à nous, les rois, de pouvoir œuvrer pour la paix dans nos différents pays, dans nos différents royaumes. Ce qui nous manque peut-être, c'est cette formation que nous allons acquérir en Côte d'Ivoire. Nous allons tout faire pour relayer cette formation pour que justement cette médiation soit une médiation de qualité. Parce qu'il faut assimiler toutes les technologies qui nous permettent d'aboutir. Les politiques devront compter avec les rois traditionnels dans tout ce qui concerne la paix et les affaires de médiation. Il faut signaler qu'historiquement, les chefs traditionnels ont leur sphère de compétences dans le monde rural. À ce niveau, les conflits tournent autour du foncier, des successions et autres problèmes du village. Le seul souci que Ono a, c'est le conflit foncier entre les Goua et les Abourés. Des guerres qui sont passées. La dernière qui a fait que moi, le chef, ça m'a fait, je me suis déplacé d'ici. J'ai fait 2 ans, 6 mois à Samo. Les Goua ont décapité l'un de mes notables et ce n'est qu'en 2008 que je suis revenu. Au total, les chefs traditionnels sont conscients des limites de leur pouvoir. Ils veulent jouer la complémentarité avec le pouvoir politique et l'administration. Leur volonté, c'est de servir de caution morale à la recherche de solutions et compromis dynamiques au bénéfice des communautés dont ils ont la charge, mais surtout de l'État. Ils veulent collaborer avec les institutions républicaines pour préserver la paix et la cohésion sociale. Il faut que nous restions impartials, il faut que nous restions des personnes qui peuvent rassembler, puis qui peuvent créer une vraie cohésion au sein des nations. Il faut une politique pour que les rois soient autonomes, pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Et ça, j'interpelle le gouvernement pour qu'ils accélèrent
les structures qu'on est en train de mettre en place pour que les rois soient réellement dans leur cadre. Dans le cadre, c'est-à-dire là où ils peuvent vraiment être utiles pour aider l'État, pour garantir une sécurité, une vraie paix. Les chefs traditionnels et rois constituent la dernière ligne de défense quand l'administration ou les leaders politiques sont dans l'impasse. Avec le pouvoir de la tradition, ils sont appelés en pompiers. Garants moraux de communautés ethniques et tribales, ils ont besoin de formation et surtout de reconnaissance institutionnelle affirmée pour mener à bien leur mission de régulateur. Membres éminents de la société civile, les chefs traditionnels sont de plus en plus sollicités pour rendre justice en dehors de leur champ de compétences habituel. Nul doute que la création de la Chambre des rois et chefs traditionnels donnera aux garants de la tradition en Côte d'Ivoire les moyens et la légitimité pour rendre justice de façon indépendante au profit de l'ensemble de la communauté nationale. À la fin, est-ce que les chefs traditionnels ont aujourd'hui un rôle et un statut bien définis en Côte d'Ivoire ? Oui, ils essayaient spontanément de s'organiser, ils étaient acceptés et reconnus, mais aujourd'hui c'est fait dans le cadre d'une loi dont on a parlé tout à l'heure. Donc ils ont un statut reconnu, ils ont des opportunités, ils ont droit à des avantages, ils ont droit à une prise en charge de l'État, mais en même temps qu'on les reconnaît, ça peut aussi susciter des inquiétudes. Est-ce que le fait d'être mis dans de bonnes conditions, le fait d'être reconnu par les autorités et d'avoir les moyens de leur action ne fera pas d'eux des appendices de l'administration qu'ils étaient peut-être tentés aussi d'être avant de façon informelle. Voilà peut-être l'autre inquiétude que la question du statut soulève. Quelle prérogative leur donne cette nouvelle loi ? Ils sont consultés, selon la nouvelle loi, ils seront consultés, ils seront reconnus en termes d'auxiliaires de l'administration à un premier niveau de résolution des conflits, et puis ils auront droit à un certain nombre de petits avantages comme des passeports officiels. Et puis lorsqu'il y a des cérémonies officielles, ils auront leur place, ès-qualité, ils seront appelés à ce titre-là. Et certainement, dans les cérémonies locales, ils étaient déjà présents, mais au niveau aussi officiel, au niveau de l'État, leur place sera de plus en plus renforcée. Et dans la sphère politique, dans l'activité politique, est-ce qu'ils sont limités ou au contraire est-ce que leurs droits sont élargis ? Non, ils n'ont pas plus de droits que les autres citoyens. Ils auront un certain nombre d'avantages, ils ont droit à une reconnaissance, mais ils n'ont pas plus de droits que les autres citoyens. Certainement, les dispositions qui seront prises en leur faveur vont encore les inciter à avoir davantage de devoirs et d'obligations. Anne-Marie, que pensez-vous de cette loi qui a été votée sur le statut des chefs traditionnels en Côte d'Ivoire ? Avant de répondre à votre interrogation, je souhaiterais élaborer un peu le contexte historique qui a présidé à l'implication des chefs traditionnels sur la scène politique. On sait qu'au début des indépendances, les premières élites ont considéré les chefs traditionnels comme un passé les reliques d'un passé qu'il fallait se débarrasser. Puis, compte tenu des remous sociaux-politiques qui ont émergé, le regard porté sur la chefferie traditionnelle a changé. On a vu en Ouganda où en 1966 la monarchie avait été abolie puis restaurée en 1993. Mais en Côte d'Ivoire, c'est en 1997, vers la fin du mandat de l'ancien président Bédié, que l'union des rois avait été mise en place. Mais il faut dire que cette union était un peu restreinte parce qu'il n'y a pas uniquement de rois en Côte d'Ivoire. Il y a des régions telles que le nord et l'ouest, il n'y a pas de rois. Ils n'ont que des chefs traditionnels. À la limite, ils ont des rois. Non, ils ont des chefs de village. Et à un niveau supérieur, ils ont des chefs de canton, mais pas de rois. Par contre, au sud-est, on a le chef de village, on a le canton, et puis on a la royauté. Et donc, lorsque les militaires vont prendre le pouvoir en 1999, l'ancien président Gueye va récupérer, le projet qui avait été mis en place par l'ancien président Bédié en fédérant les autorités traditionnelles. Donc, du coup, il va se mettre en place l'association des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Mais très vite, cette association va entamer sa crédibilité parce que l'un d'eux, originaire de l'Ouest, va annoncer publiquement
sa volonté de payer les 20 millions de cautions qui étaient exigées aux candidats à l'élection présidentielle. Et donc, les autres vont se retirer pour dire que nous, on a une obligation de neutralité, on n'a pas à appuyer un candidat. Et c'est dans ce cadre-là mais il faut dire que la mise en place de cette union, de cette association, répond surtout au modèle ghanéen dans lequel les Houses of Chiefs, c'est-à-dire les chefs de la Cour, sont officiellement reconnus et subventionnés par l'État. Donc l'implication des chefs traditionnels en général au Ghana a inspiré la Côte d'Ivoire, d'où la mise en place de cette association. Et pendant la crise de septembre 2002, ils vont vouloir s'impliquer dans la résolution de la crise en émettant la volonté d'aller à Makoussi, mais ils n'ont pas pu y aller parce qu'on ne savait pas quelle position adopter. Est-ce qu'il fallait se ranger du côté du gouvernement, se ranger du côté de la rébellion ou être neutre? Et après ça, ils ont essayé de concilier les deux parties au niveau interne et ils ont même ils ont envoyé des émissaires, des médiateurs auprès des chefs d'État africains qui étaient impliqués dans la crise, tels que le Burkina, le Gabon, le Mali et autres. Et donc, le statut est bienvenu, mais quand je lis la loi, je me rends compte que est-ce que cette loi ne constitue pas un peu une prébende qu'on offre aux chefs traditionnels et rois, au risque de les tenir en laisse, parce que la plupart du temps, sont des élites qui sont à la retraite et donc ils ne bénéficient pas de leurs privilèges qu'ils avaient pendant l'exercice de leurs fonctions, parce que la plupart du temps sont ambassadeurs, ils sont avocats, magistrats, professeurs d'université et autres. Donc pendant l'exercice de leurs fonctions, ils avaient des privilèges. Et donc, alors quels sont les reproches exactement qu'on peut faire à cette loi? Alors cette loi, non seulement avant, il existait en Côte d'Ivoire les chefs de village, les chefs de canton et les rois. Maintenant, on se rend compte qu'avec la loi, il y a les chefs de province et les chefs de tribu. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est de la gymnastique juridique ou est-ce que c'est... je ne sais pas ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est la volonté aussi du pouvoir en place d'annoncer la création de nouvelles structures au sein de l'État ivoirien? J'en sais rien. Mais je me rends compte aussi que l'article 7 de cette loi insiste beaucoup plus sur l'incompatibilité de l'exercice de la chefferie, de la fonction de chef avec tout mandat électif, mais surtout l'article 6 qui insiste sur la neutralité et l'impartialité qui sont difficiles à réaliser. Daouda, est-ce qu'une loi comme ça qui régule en fait l'activité de chef traditionnel, est-ce que c'est important dans un pays? Est-ce que c'est un modèle à suivre pour d'autres pays africains? Oui, je pense que c'est important pour, entre guillemets, formaliser, tant que ça reste à titre honorifique, tant que c'est des gens qu'on peut consulter, etc. Maintenant, je pense que c'est pas raisonnable qu'on leur donne plus de droits que les autres citoyens dans un pays démocratique. Ça, voilà. Mais il faut quand même reconnaître le rôle de ces chefs traditionnels dans la stabilisation du climat politique, social et même parfois leur rôle dans le développement local. Hein. Parce que si on est dans une zone où c'est l'agriculture qui prime, etc., d'habitude, c'est des populations qui sont là depuis longtemps et qui détiennent un certain nombre de savoirs, en tout cas, et qui peuvent, ils peuvent s'impliquer dans le développement. Mais pour revenir sur ce que disait Anne-Marie tout à l'heure, je pense qu'il faut faire attention à deux choses. La première, c'est, comme elle disait, elle ne sait pas si ces avantages sont en quelque sorte pour les tenir en laisse. Donc, il faut éviter des motivations électoralistes pour donner des avantages à des chefs traditionnels dans certaines localités qui vont appeler à voter pour vous. Ça, je pense que c'est à bannir. Maintenant, je ne dis pas que c'est le cas en Côte d'Ivoire, hein, mais c'est à bannir. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, à mon avis, c'est l'utilisation du terme tribu. Parce que les tribus, en général, ça a une connotation un petit peu plutôt négative. Les guerres qu'il y a en Afrique, c'est des tribus, etc. Moi, je pense qu'on doit être... on est une Afrique entre guillemets, qui lie traditionnelle, une Afrique traditionnelle à la fois et moderne. Il faut savoir tirer les bonnes choses de chaque côté et puis aller vers une réelle démocratie, une stabilisation économique, etc.,
mais ne pas avoir des ambitions partisanes avec ces chefs. Vous savez, la loi vient formaliser aussi une certaine réalité qui existait. Il n'y avait pas d'association reconnue par l'État. Il n'était pas organisé avant 1997, mais il faut savoir que Houphouët-Boigny, qui est le premier président du pays, s'est appuyé sur les chefs traditionnels, sur les rois, et avant lui l'administration coloniale pour s'installer sur le territoire. Tout le monde connaît l'alliance entre Houphouët-Boigny et le chef de Sénoufo, le vieux Gon, qui a permis de consolider le PDCI et au-delà. Au Burkina, on connaît l'histoire du Moro Naba et de son influence. Donc la loi a pris acte d'une certaine réalité. Il y avait aussi une relative influence. À partir d'un moment, avec le renforcement de la modernité et de la culture, dit-on, occidentale, on a eu le sentiment que leur influence s'estompait. Il s'agit aujourd'hui de garantir cela et de mieux les organiser. Et la loi a été rédigée en accord avec toutes les parties. Et c'est une initiative ancienne. Bien entendu, chacun essaiera de prendre la part qui l'arrange. Et comme elle a dit, il faudra rester vigilant par rapport à l'usage qui pourrait être fait de certaines dispositions et maintenir l'esprit critique. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, était en visite ce mercredi à Bangui, la capitale centrafricaine. Elle s'est entretenue avec les autorités de transition sur la mise en place d'une future Cour pénale spéciale. Pour rappel, la SPI a déjà ouvert une enquête préliminaire sur les crimes de guerre et sur les crimes contre l'humanité commis dans le pays depuis août 2012. Et au Burkina Faso, la première session du cadre de concertation et de dialogue entre la société civile et le gouvernement a débuté mardi à Ouagadougou. Des échanges qui ont porté sur les suites des dossiers judiciaires, les crimes économiques et l'avenir du régiment de sécurité présidentielle. Anne-Marie, merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Nous allons marquer une nouvelle pause d'un instant, la troisième partie de l'Africa News Room. À tout de suite.